Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'un des phénomènes les plus impressionnants et fascinants de notre planète, les aurores boréales. Une aurore boréale est un spectacle lumineux qui se produit dans les régions proches des pôles, dans la haute atmosphère terrestre. Ce phénomène résulte de l'interaction entre les particules chargées émises par le Soleil, ce qu'on appelle le vent solaire, et le champ magnétique de notre planète. Mais avant d'aller plus loin, un petit point sur le vocabulaire. Le terme aurore boréale désigne uniquement les aurores qui se produisent au pôle Nord. Celles du pôle Sud sont appelées aurores australes. Comme le phénomène se déroule simultanément aux deux pôles, on parle plus largement d'aurores polaires. En premier lieu, les aurores sont directement liées à l'activité du Soleil, et notamment aux éruptions qu'il produit. Comme nous l'avons déjà expliqué dans une vidéo précédente, l'activité de notre étoile suit un cycle d'environ 11 ans, durant laquelle l'activité magnétique du Soleil passe par un minimum puis par un maximum. Lors des périodes de maximum solaire, les éruptions et les éjections de matière coronale augmentent, intensifiant ainsi les aurores vers la Terre. Le Soleil éjecte en permanence des millions de tonnes de particules chargées électriquement, principalement sous forme d'électrons et de protons. Ces particules forment donc le vent solaire, qui traverse le système solaire à une vitesse d'environ 400 km par seconde, mais il peut atteindre 800 km par seconde au plus fort des éruptions solaires. En approchant de la Terre, ces particules rencontrent le champ magnétique de notre planète, qu'on appelle la magnétosphère, qui est généré par les mouvements de fer liquide dans le noyau de la Terre. Ce champ magnétique forme une barrière protectrice qui dévie la majorité des particules solaires, les empêchant d'atteindre directement la surface de notre planète. Lorsque ces particules pénètrent dans l'atmosphère, elles entrent en collision avec les molécules d'oxygène et d'azote présentes dans l'air. Ces collisions libèrent de l'énergie sous forme de lumière, créant ainsi ce qu'on appelle les aurores. La magnétosphère terrestre n'est pas parfaitement symétrique. La partie qui fait face au Soleil est compressée par le vent solaire, alors que la partie qui est située derrière la Terre s'étire en forme de queue. Au niveau des pôles, là où les lignes du champ magnétique sortent de notre planète, la magnétosphère est largement ouverte et forme ce qu'on appelle les cornets polaires. Dans les années 60, les premières hypothèses attribuaient l'apparition des aurores aux électrons du vent solaire entrant directement par les cornets polaires. Suivant les lignes du champ magnétique, ils arrivaient jusqu'à l'ionosphère, c'est-à-dire la partie la plus haute de notre atmosphère, située au-dessus de 100 km d'altitude. Dans l'ionosphère, les électrons solaires réagissaient avec les atomes d'oxygène et d'azote, ce qui provoquait les aurores. Bien que cette explication circule encore abondamment sur Internet, nous savons qu'elle est totalement fausse. Et ce, pour plusieurs raisons. Si les sondes cluster ont bien montré qu'une partie du vent solaire pénètre par les cornets polaires, les électrons solaires ne possèdent pas suffisamment d'énergie pour atteindre l'ionosphère. Ils sont directement renvoyés dans la magnétosphère. Les flux mesurés sont de l'ordre de 20 électronvolts, alors qu'il faut plusieurs kiloélectronvolts pour produire les aurores. Alors pour rappel, 1 électronvolt est une énergie de mesure d'énergie utilisée en physique des particules. 1 électronvolt correspond à l'énergie acquise ou perdue par un électron lorsqu'il traverse une différence de potentiel de 1 volt dans un champ électrique. Alors pour les plus matheux d'entre vous, sachez que 1 électronvolt est égal à 1,602 10 puissance moins 19 joules. Cette unité est donc utilisée pour exprimer des énergies vraiment très petites, comme celles des particules subatomiques, que sont les électrons, les protons et les neutrons, ou bien les photons pour la gamme électromagnétique. Par exemple, l'énergie d'un photon de lumière dans le domaine visible est de l'ordre de quelques électronvolts, alors que l'énergie cinétique d'un moustique en vol atteint 7000 gigaélectronvolts. Alors, si vous n'avez pas tout compris sur les électronvolts, ce n'est pas grave. Retenez juste que l'énergie des électrons dans le vent solaire est de l'ordre de quelques électronvolts, alors qu'il faut une énergie de plusieurs centaines de kiloélectronvolts pour déclencher une aurore boréale. Autrement dit, on a besoin de 1000 fois plus d'énergie. Par ailleurs, comme on le voit sur ce schéma, les cornets polaires sont situés du côté jour de la Terre, dans la direction du Soleil, alors que les aurores les plus brillantes apparaissent principalement autour de minuit, donc dans la direction opposée au Soleil. L'hypothèse selon laquelle le vent solaire
pénètre directement par les cornets polaires pour causer les aurores brillantes est donc réfuté par des études théoriques et expérimentales. Alors pour comprendre la physique qui se cache derrière les aurores, regardons ce phénomène d'un petit peu plus près. Les aurores présentent des couleurs différentes, souvent du vert et du rouge. Elles sont le résultat de collisions entre les électrons et les atomes de l'atmosphère qui libèrent de l'énergie sous forme de lumière. Ces nuances spectaculaires proviennent de l'altitude à laquelle les particules interagissent avec les molécules de l'atmosphère. Les aurores de couleur verte, les plus fréquentes, se produisent entre 100 et 150 km d'altitude lors des collisions entre les électrons solaires et les molécules d'oxygène. Les aurores de couleur rouge, beaucoup plus rares, apparaissent à des altitudes supérieures à 200 km, principalement lors des périodes de forte activité solaire. En effet, à cette altitude, la densité des atomes d'oxygène est bien plus faible, ce qui rend ces phénomènes plus rarissimes. Les aurores bleues et violettes résultent des interactions avec l'azote. Les aurores violettes se forment au-dessus de 100 km d'altitude, où la concentration en azote moléculaire dépasse celle de l'oxygène. Les aurores bleues, quant à elles, se produisent en dessous de 100 km d'altitude, lors d'éruptions solaires particulièrement intenses. Elles sont l'équivalent des aurores rouges, mais pour l'azote. Si les aurores présentent des couleurs différentes, elles présentent également des intensités et des formes différentes. On a tout d'abord les aurores diffuses. Beaucoup plus communes mais peu lumineuses, elles donnent au ciel une teinte verdâtre uniforme. Elles n'ont pratiquement aucun mouvement. Il y a également les aurores discrètes, très brillantes et majestueuses, elles sont composées d'arcs lumineux. Alors une nouvelle fois, le vocabulaire scientifique est piégeux. En effet, les aurores discrètes sont en fait les plus brillantes. Ici, le terme discret renvoie au sens mathématique qui veut dire composé d'éléments discontinus, séparés, distincts. Un arc auroral n'est qu'une portion d'une aurore discrète. Il prend la forme de longs rubans lumineux alignés le long des lignes du champ magnétique. En termes de luminosité, un arc auroral reste intense, mais nettement moins brillant que la Lune. Il y a également des aurores pulsantes. Elles apparaissent et disparaissent périodiquement, formant des taches lumineuses. Leur période est typiquement de 2 à 20 secondes. Elles forment des taches plus larges que les aurores discrètes, mais beaucoup plus petites que les aurores diffuses. Elles brillent plus que les aurores diffuses, mais moins que les aurores discrètes. Contrairement aux arcs auroraux, elles se déplacent très peu. Le spectacle des aurores se déroule typiquement selon un cycle composé de 4 phases. On a tout d'abord la phase de croissance. Pendant cette phase, on voit la formation lente d'arcs auroraux immobiles s'étendant d'ouest en est. C'est l'apparition des aurores diffuses, ça dure environ 1 à 2 heures. Puis ensuite vient la phase de déclenchement. On assiste à une intensification extrêmement rapide des arcs lumineux qui dure environ 5 à 10 minutes. C'est le moment où les aurores discrètes apparaissent. Ensuite vient la phase d'expansion, où on a une multiplication des arcs brillants, souvent en mouvement vers le pôle. Cette phase dure environ une demi-heure. Puis vient la phase de recouvrement. On a une réduction progressive de l'activité lumineuse pendant environ 1 à 2 heures. Les aurores sont principalement visibles dans une région appelée ovale auroral qui encercle les pôles magnétiques. Les lieux privilégiés pour les observer sont l'Alaska, le nord de la Norvège, de la Suède, de la Finlande, l'Islande, le nord du Canada et la Russie arctique. Alors comme nous l'avons mentionné précédemment, l'idée que les aurores se forment suite à l'entrée directe des particules solaires par les cornets polaires est incorrecte. De plus, les aurores apparaissent toujours du côté nocturne de la Terre, donc dans la direction opposée au Soleil. Si du plasma pénètre effectivement par les cornets polaires, il reste piégé dans la magnétosphère et n'atteint pas l'ionosphère. Voyons donc comment les électrons acquièrent une énergie suffisante pour provoquer les aurores. Depuis les années 60, de nombreux satellites ont été envoyés pour étudier la magnétosphère de la Terre. Cela a permis de mieux comprendre le mécanisme à l'origine des aurores. Les particules solaires sont donc principalement des électrons et des protons. Ensemble, elles forment ce qu'on appelle un plasma. Lorsque ces particules solaires entrent par les cornets polaires, elles sont guidées par les lignes du champ magnétique terrestre,
circulant entre les lobes de la magnétosphère et de la magnétopause, là où le champ magnétique est le plus faible. À une distance d'environ 20 à 25 rayons terrestres, les courants magnétiques nord et sud se rejoignent au niveau de l'équateur magnétosphérique. Là, le plasma s'accumule. Cette zone fonctionne un peu comme un sac qui aurait une fuite. Une petite partie du plasma peut remonter vers la Terre grâce aux turbulences du champ magnétique, produisant ainsi les aurores diffuses, des aurores de faible intensité, quasi permanentes et dépourvues de mouvement. Nous l'avons dit, à une altitude comprise entre 8 et 20 rayons terrestres, le champ magnétique agit comme un sac compressible, stockant le plasma, tout en s'étirant progressivement sous la pression accumulée, à la manière d'une batterie électrique qui se charge. Lorsqu'il atteint sa capacité maximale, ce réservoir magnétosphérique libère brusquement son énergie. Cette vidange envoie des particules hautement énergétiques vers la Terre en suivant les lignes du champ magnétique. Cependant, les électrons libérés par cette vidange possèdent en fait une vitesse qui correspond à une énergie de seulement 100 électronvolts, bien inférieure aux plusieurs kiloélectronvolts nécessaires pour déclencher les aurores. En réalité, ces électrons conservent la même vitesse que celle qu'ils ont dans le vent solaire. Mais à environ 15 000 km d'altitude, une minorité d'entre eux sont accélérés par des courants électriques qui circulent perpendiculairement dans le plan équatorial de la magnétosphère. Alors que la majorité des électrons vont se perdre dans la magnétosphère, ceux qui sont soumis à ce fort courant électrique arrivent en quantité suffisante et avec l'énergie nécessaire pour pénétrer dans l'ionosphère. C'est à ce moment-là qu'on assiste à la phase de déclenchement où on voit les arcs auroraux brillants apparaître. Ils sont très dynamiques et ils illuminent le ciel dans une danse spectaculaire. Les aurores polaires sont donc l'un des plus beaux spectacles de la nature, résultat des interactions entre le Soleil et le champ magnétique de notre planète. Si vous avez la chance de pouvoir voyager, je ne peux que vous encourager à vous rendre dans les régions polaires pour admirer ce spectacle. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage au cœur des aurores polaires. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, à commenter et à partager. A très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la science et l'astronomie. Salut!